Chers amis, chers collègues, bonjour. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que nous vous accueillons à Casablanca pour cet atelier d'allergologie après le grand succès de nos journées d'imagerie thoracique qui se sont déroulées à Rabat avec la participation de plus de 200 médecins, avec des experts de 4 pays européens, du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Et pour la deuxième année, on a eu la participation de 6 pays subsahariens. Je remercie infiniment le professeur Jean-François Nicolas, un grand expert de l'immunologie et de la dermatologie. C'est quelqu'un qui démystifie le mastocyte et très très engagé dans la formation des allergologues francophones. Je remercie infiniment Dr Lotfi Bouchra et Dr Mohamed Boundian qui ont veillé à l'organisation de cette manifestation. Je remercie infiniment Jessica Estalergen qui participe activement à la formation des pneumologues et des allergologues. Je vous rappelle notre rendez-vous du 25 au 27 avril à Marrakech. C'est notre congrès annuel et se déroulera à l'hôtel Barcelone Palmeraie. Les sujets sont très variés avec des ateliers, des confrontations radiocliniques. Comme d'habitude, vous ne serez pas déçus. Toutes nos manifestations sont enregistrées et vous les trouverez avec un intervalle de 15 jours sur notre site afmapat.org. Donc vous allez trouver toutes les informations sur notre site. Je laisse la parole à mon ami Dr Lotfi Bouchra pour animer cet atelier et merci pour votre présence. Merci Monsieur le Président. Merci chers collègues pour avoir fait le déplacement et assister à cet atelier. Je remercie aussi le laboratoire GSK Stalerger et un grand merci à Jean-François Nicolas pour avoir accepté d'animer cet atelier et partager tout son savoir allergologique avec nous. Donc on a deux séances cette matinée, on a les angioïdèmes, mais avant de passer après la pause aux angioïdèmes, on doit passer par l'activation mastocytaire qui est la base de tout. Et je donne rapidement la parole à Jean-François pour nous animer cette première partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bouchra. Merci pour l'invitation à l'AFMAPAT. Oui, il faut que je le dise quand même. Donc, je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Le Maroc, c'est vrai qu'il y a plus de 40 ans, j'étais médecin à Fès. Et j'avoue que je garde un souvenir absolument ému. Et je suis très content chaque fois que je reviens. C'est un magnifique pays. Bravo. Alors, on va bien travailler aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que s'il y a des questions, ça vaudra bien la peine de tout de suite lever la main, interrompre. Si vous ne comprenez pas tout, en fait c'est facile. Hein. Le mastocyte, il est responsable de tout un tas de pathologies, soit directement, soit indirectement. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, il faut se remettre un petit peu au niveau. Il y a eu d'énormes avancées, en particulier sur les sous-populations de mastocytes. Et les mastocytes du poumon ne sont pas les mastocytes de la peau. Et ça, c'est très important parce qu'on ne comprenait pas pourquoi les patients faisaient une urticaire, activation des mastocytes de la peau, sans activer d'autres mastocytes. Donc maintenant on comprend, les mastocytes de la peau sont très différents des mastocytes du poumon. Je ne sais pas quel est l'équivalent au niveau du poumon, vous allez peut-être me dire, de l'urticaire. L'urticaire du poumon, vous l'appelez comment? Hyperréactivité bronchique. Oui. C'est ça? Oui. L'urticaire du poumon. Donc on peut avoir une activation uniquement des mastocytes du poumon, une activation uniquement des mastocytes de la peau, et puis il y a des signaux d'activation qui sont tellement forts, qui passent par des voies d'activation prioritaires qui font qu'à un moment donné, tous les mastocytes peuvent être activés. Mais ça, c'est vraiment extrêmement rare. La majorité des pathologies, il va y avoir une activation mastocytaire du tube digestif, du poumon, de la peau. Ce sont des choses qui sont donc qu'on ne comprenait pas et qu'on commence à comprendre, puisque vous verrez que ce qu'on appelle le transcriptome des mastocytes des différents tissus est très différent.
Pour le tube digestif, est-ce que c'est le même mastocyte? Pardon? Pour le tube digestif, est-ce que c'est le même mastocyte? Pas du tout. Vraiment, chaque organe a des mastocytes. Alors, ils viennent de la même cellule, donc l'origine est manifestement de la même cellule, mais une fois qu'ils arrivent dans les tissus, ce sont les facteurs tissulaires qui vont finalement évoluer vers des... Ils ont des récepteurs différents, ils sont vraiment très très différents. Vous verrez les images, c'est surprenant. Est-ce que c'est la réaction pathologique qui est différente ou c'est la structure du mastocyte? C'est le mastocyte lui-même qui est différent. Le mastocyte. Les capacités d'activation du mastocyte sont différentes, les récepteurs membranaires sont différents. Donc, vous verrez, là, c'est un travail justement. Là, je remercie un peu tout le monde, mais ce qu'on est en train de discuter, c'est une personne qui est arrivée chez nous l'année dernière, qui s'appelle Marie Taubert, qui vient de Toulouse, qui est une dermatologue, et que je n'ai pas encore mis, j'ai dû la mettre sur la prochaine diapositive. Alors, pour démarrer, je présente toujours le groupe lyonnais. Donc le groupe lyonnais, c'est un service clinique ici. C'est Frédéric Bérard qui est notre chef de clinique. Et il y a 5 seniors, on est tous immunologistes, mais en pratique, on est aussi tous dermatologues. Et c'est donc Audrey Nussbaum, professeur d'immuno et dermatologue. C'est Marie Taubert, celle dont je vous parlais, la Toulousaine qui est arrivée. Et c'est Florence Accard, qui est praticien hospitalier. On a la chance dans le service d'avoir une unité de recherche clinique qui nous permet de développer des projets de recherche qui sont personnels, en particulier sur toutes les nouvelles thérapeutiques, on va dire. Et dans l'urticaire, il y a aussi beaucoup de choses qui arrivent, enfin, dans l'activation mastocytaire, on va dire. L'urticaire pour les dermatos, ce sont les inhibiteurs de ce qu'on appelle les tyrosine kinases de Bruton, c'est-à-dire c'est une kinase, une enzyme qui, une fois que le récepteur pour le FC des IgE est engagé, va être capable de transduire le signal. Et ce sont vraiment des molécules qui sont très intéressantes dans l'urticaire. Et puis, on a vraiment la chance d'avoir une structure de recherche, on va dire, fondamentale et physiopathologique, qui est une structure INSERM, et c'est Marc Vaucanson qui la dirige actuellement. Alors, il y a beaucoup de choses à discuter. Maintenant, le syndrome d'activation mastocytaire, on parlera bien sûr des mastocytes en physiologie. C'est là où on verra la nouvelle. Il y a 7 différents types de mastocytes chez l'homme, très différents chez la souris, entre parenthèses. Et puis mastocytes et maladies. On verra, puisque c'est à la thématique, l'activation mastocytaire, comment est-ce qu'elle se déroule. Elle peut toucher spécifiquement un organe, et ce que moi je connais mieux, c'est l'urticaire. L'urticaire, il faut considérer que l'activation mastocytaire, c'est un continuum. Donc, il peut y avoir, comme on dit, une activation uniquement d'un organe, et ce qu'on connaît très bien, parce que ça se voit, c'est la peau, donc c'est l'urticaire. Et puis, il peut y avoir une activation des mastocytes de tous les organes, et on rentre dans le syndrome d'activation mastocytaire. Et entre les deux, c'est un continuum, et il y a un nouveau syndrome qu'on appelle l'urticaire avec signes extracutanés. Et si vous suivez des patients qui ont de l'urticaire, ils ont très souvent autre chose que de l'urticaire. Ils se plaignent de douleurs articulaires, de myalgie, ils se plaignent de fatigue, ils se plaignent parfois de problèmes, on va pas dire psychiatriques, de problèmes neurologiques, de problèmes psychologiques, dépression, etc. Et ça fait partie de l'activation mastocytaire que l'on peut retrouver dans les urticaires. Il y a donc ce nouveau concept, urticaire simple et urticaire avec signes extracutanés, et puis on évolue vers le vrai syndrome d'activation mastocytaire. Et puis ça, on le fera peut-être, urticaire aux médicaments, on le fera peut-être dans l'atelier suivant. Alors, quand on parle des maladies, des désordres de l'activation mastocytaire, eh bien, il y a vraiment énormément de choses. C'est extrêmement fréquent. Il y a des choses qui sont extrêmement rares. Alors malheureusement, c'est toujours les choses les plus rares qu'on apprend. Donc c'est vrai que dès qu'on a un patient et qu'on a des signes d'activation mastocytaire clinique, on pense tout de suite à des choses comme des mastocytoses. On
pratique, c'est tellement exceptionnel que bien sûr il faut avoir une arrière-pensée, mais il faut penser à des choses qui sont plus fréquentes. Et puis bien sûr, quand on parle d'activation mastocytaire, ce qui est le plus fréquent, c'est nous ce qu'on appelle les maladies atopiques. Hein. Mais l'urticaire fait partie aussi des maladies atopiques. Cette activation mastocytaire, on en parle, elle peut être parfaitement localisée, toucher un organe ou plusieurs organes, et puis elle peut être systémique, et on ne parle d'anaphylaxie, vous savez, que quand il y a au moins 2 organes qui sont atteints, c'est-à-dire quelqu'un qui prend un comprimé d'amoxicilline, qui fait 5 minutes après une urticaire géante, c'est comme ça que les patients appellent l'urticaire aiguë, subite et généralisée, ça n'est pas une anaphylaxie. Et quand on va faire le bilan de ces patients, ils ne sont pas allergiques à l'amoxicilline. C'est bon pour vous? Donc, quand on... anaphylaxie, c'est au moins 2 organes. Donc, un patient, une patiente, je vous montrerai tout un tas de cas cliniques, qui prend un comprimé d'amoxicilline. C'est le premier jour du traitement. 5 minutes après, il commence à se gratter partout et il fait donc cette urticaire géante. S'il n'y a que ça, ça n'est pas une anaphylaxie. C'est une urticaire induite par les médicaments. Et nous, quand on va faire le bilan de cette urticaire, c'est une urticaire qui ne sera pas allergique. C'est-à-dire que les tests seront négatifs et qu'on pourra parfaitement redonner l'amoxicilline en donnant en même temps, qu'est-ce qu'on donne en même temps? Un comprimé anti-urticaire, un comprimé d'antihistaminique. Alors qu'avant, on ne disait que l'urticaire était le synonyme d'une réaction systémique. Bien sûr. Tout à fait, ça n'a rien à voir. Mais ça, alors ça maintenant, je veux dire, ces 10 dernières années, il y a eu, je vous ai parlé des différents mastocytes en fonction des tissus, qui n'ont pas les mêmes voies d'activation, pas les mêmes récepteurs. Mais il y a aussi tout le système de l'activation mastocytaire. Soit ça passe par IgE, récepteur aux IgE, et cette activation, elle est massive, et elle touche pratiquement tous les mastocytes. Soit ça passe par d'autres récepteurs, et ça va toucher des types de mastocytes différents, et la conséquence est une activation qui est, on va dire, modérée. Donc, en fonction du récepteur qui est engagé, il va y avoir une activation maximale, et ça va donner l'anaphylaxie, puisque ça va pouvoir toucher tous les organes, ou une activation modérée, et ça va toucher typiquement, moi je dis urticaire à l'amoxicilline, mais je suis persuadé qu'il y a des diarrhées et des vomissements à l'amoxicilline. Je ne sais pas si vous avez des pathologies respiratoires à l'amoxicilline, mais je dirais qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Je ne sais pas s'il y en a, mais vous n'avez pas de problème, vous, induit par les médicaments? Si. Le bronchospasme, souvent. Oui, souvent le bronchospasme. Très bien. Donc c'est probablement activation mastocytaire. Si isolé. Isolé, mais l'urticaire c'est isolé. Le bronchospasme isolé, ce n'est pas une activation mastocytaire. Par contre, s'il y a de l'urticaire à côté, c'est une réaction systémique. C'est une anaphylaxie. Oui, mais pourquoi vous dites que le bronchospasme isolé, ça n'est pas une activation mastocytaire, alors que l'urticaire... Ce n'est pas une anaphylaxie. Ah oui, c'est pas une anaphylaxie. Oui, associé à une urticaire, ça devient anaphylaxie. Tout à fait, on est d'accord. Mais je veux dire, bronchospasme isolé, vous envoyez vos médicaments. Oui, parfois. D'accord. Par exemple, l'aspirine, je ne sais pas si oui, très bien. Ou les anti-inflammatoires. Tout à fait. Donc, c'est peut-être une activation mastocytaire. Exact. On peut avoir au niveau de la peau, on peut avoir un bronchospasme. Bien sûr. Isolé sans... Bien sûr. Mais c'est vrai que ce groupe INS aspirine, il est un petit peu particulier. Mais nous, par exemple, au niveau de la peau, vraiment, c'est les bêta-lactamines, on va dire, qui sont les plus grands pourvoyeurs de réactions d'activation mastocytaire. Et quand c'est isolé, ça n'est jamais allergique, c'est-à-dire que ça n'est pas IgE. Sinon, quels sont les autres groupes d'antibiotiques qui peuvent donner ces réactions? En deuxième position, après les bêta-lactamines. On a INS, bien sûr, aspirine. En antibiotiques, tous peuvent donner, mais les bêta-lactamines sont tellement fréquentes, mais parce qu'elles sont fréquemment prescrites. Voilà, elles sont fréquemment prescrites. Est-ce qu'il y a une différence avec les toxidermies? Ah bon? Alors, pour nous, oui, mais c'est vrai que
toxidermie, du reste le mot toxie, c'est toxique, hein, c'est-à-dire que tous les toxiques, c'est-à-dire que le mercure, enfin, il y a beaucoup de choses cutanées, dermies, induites par des produits chimiques qui rentreraient dans les toxidermies. Mais c'est vrai que l'usage veut que toxidermie, ce sont des réactions qui ne sont pas immédiates, c'est-à-dire qui n'activent, alors, bien sûr que les mastocytes sont impliqués, mais ça on n'en parlera pas là. Hein. On en parlera un peu, mais pas beaucoup. Les mastocytes sont impliqués dans toutes les formes de réactions qu'on appelle d'hypersensibilité. Mais quand on dit toxidermie, même si on peut dire l'adjectif, on peut dire toxidermie urticarienne, le mot toxidermie, c'est cette maladie qui sont dues à l'activation de l'hypersensibilité retardée. Ce sont donc des lymphocytes qui induisent les toxidermies. Mais, je veux dire, il y a des personnes et des médecins qui parlent de toxidermie urticarienne. Donc, typiquement, l'amoxicilline, moi j'appelle ça une urticaire à l'amoxicilline, mais on pourrait dire toxidermie urticarienne à l'amoxicilline. Mais sinon, le mot toxidermie, c'est vraiment cette maladie la plus sévère. C'est donc la nécrolyse épidermique, syndrome de Lyell, syndrome de Steven-Johnson, et puis petit à petit, le DRESS, et puis petit à petit, on va vers les plus fréquentes, qui sont ce qu'on appelle les exanthèmes, les rash. Et ça, c'est vrai que c'est comme pour l'urticaire aux médicaments, un rash, une toxidermie érythémateuse, on appelle ça, érythématopapuleuse, un exanthème simple, c'est-à-dire sans signes muqueux, sans signes généraux, on ne devrait pas arrêter le médicament. C'est ce que font les pédiatres. Je ne sais pas s'il y a des pédiatres ici, des pneumopédiatres, mais les pédiatres, un gamin qui vient avec un rash, il prend un médicament, antibiotique on parle, le pédiatre, son raisonnement c'est l'infection en général virale pour lequel on a donné le médicament qui est responsable de l'exanthème, et il n'arrête pas le médicament. Nous, chez les adultes, c'est l'inverse. On considère que c'est le médicament, on arrête le médicament, et c'est là où on est dans le souci. Parce qu'une fois qu'on arrête un médicament, ben, voilà, il faut rentrer dans un circuit qui va durer, chez nous, c'est globalement 1 an pour arriver à régler le problème, simplement par les délais de consultation. Une première consultation, puis on va faire des tests, on va commander le médicament à la pharmacie, on va redonner le médicament si les tests sont négatifs, et en tout, on perd 1 année. Donc, pour des médicaments qui n'ont pas d'importance, ça n'a pas d'importance. On peut s'en passer des médicaments sans importance, mais pour les antirétroviraux, pour les antituberculeux, il faut faire très attention avant d'arrêter un médicament, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est ce que font les patients qui suivent des patients VIH, les médecins qui suivent des patients VIH sous antirétroviraux, ils leur disent, c'est tellement fréquent, ils leur disent au 8e, 10e jour, vous risquez de commencer à vous gratter et d'avoir une éruption. Eh bien, si ça se produit, vous m'appelez. Et quand le patient appelle, le médecin lui dit, et ça gratte partout, vous êtes tout rouge, et à part ça, et bien à part ça, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de fièvre, non. Vous n'avez pas d'érosion des muqueuses, non. Et bien vous continuez. Et cette expérience-là, elle est fantastique parce que le patient va développer sa toxidermie érythémateuse. Le maximum, ça va être 12, 13, 14, 15 jours. Il continue son traitement et à 3 semaines, tout a disparu. Quand je dis tout a disparu, il reste... donc lui, il va desquamer, mais je veux dire... Et à 1 mois, c'est fini. Donc, c'est un patient qui a fait une toxidermie, bien sûr. Là, pour le coup, c'est le médicament qui est responsable de ça. Mais toxidermie simple, il rompt la tolérance, il était tolérant au médicament, il rompt la tolérance et il va réacquérir la tolérance si on continue le médicament. C'est bon pour vous? C'est ce qui arrive avec certains antituberculeux. Tout à fait. C'est ce qui arrive avec les antituberculeux. C'était le commentaire. Donc, alors, pardon, on continue. Mais c'est très bien comme ça, j'aime bien quand vous posez des questions. Donc, on est toujours dans les désordres induits par les mastocytes. Donc, il y a des choses qui sont localisées, et quand on dit asthme, rhinite, conjonctivite, urticaire, nausée, vomissement, et asthénie, je vous ai dit, mal à la tête, céphalée, ce sont des, je veux dire, ça peut correspondre à une activation mastocytaire. Et bien sûr, ça peut être systémique.
anaphylaxie, anaphylaxie idiopathique, les syndromes d'activation mastocytaire. Vous voyez que c'est pas tellement compliqué. Il y a les désordres de l'activation mastocytaire et puis après on rentre, quand c'est systémique, dans le ou les syndromes d'activation mastocytaire. Et puis là, il y a des choses qui sont extrêmement rares, qui sont les désordres mastocytaires clonaux, on appelle ça. Alors, on reviendra au SAMA, syndrome d'activation mastocytaire. Mast Cell Activation Syndrome. Ce sont des patients qui, sur le plan clinique, peuvent faire tous les symptômes qu'on a listés auparavant. La question c'est, est-ce qu'on peut faire ce diagnostic de syndrome d'activation mastocytaire? En sachant, on a déjà dit, une urticaire, c'est bien une activation mastocytaire. Donc, on fait un diagnostic de syndrome d'activation mastocytaire chaque fois qu'on voit un asthme ou une urticaire. Donc, pour arriver à ce diagnostic, ce qu'il faut, c'est donc des symptômes évocateurs d'activation mastocytaire, on vient en parler, et il faut que ça touche plusieurs organes. Il faut qu'il y ait le marqueur de l'activation mastocytaire, c'est-à-dire au moment des crises, une augmentation du seul marqueur qui est un petit peu spécifique des mastocytes, on va dire, qui est la tryptase. Et bien sûr, on le compare par rapport à la valeur basale. Et il faut que le patient réponde aux antiphonies. Et c'est vrai que c'est fréquent le syndrome d'activation mastocytaire, puisque l'urticaire, c'est très fréquent. En France, il y a 2 millions de patients qui ont une urticaire chronique. La majorité, ce sont des urticaires légères. Mais ces patients-là, ils vont faire de temps en temps des troubles digestifs et ils rentrent déjà dans un syndrome d'activation mastocytaire. Donc ensuite, c'est vraiment tryptase. Si la tryptase est élevée par rapport à la basale, on va dire syndrome d'activation mastocytaire et ça ne change rien. Parce que sous antihistaminique, anti-H1, parfois anti-H2, la majorité des symptômes disparaissent. Donc on est déjà on est dans une urticaire avec signe extracutané. Vous me suivez? Le SAMA ne veut pas dire qu'on a des pathologies qui sont sévères. Et ça se traite parfaitement bien avec des médicaments qui ciblent les mastocytes. Donc ça, c'est la définition du SAMA. Est-ce qu'on doit demander le tryptase à tous nos malades? Non, non. Il ne faut surtout pas demander la tryptase à tous les malades. Parce qu'il y a une maladie dont on ne parlera pas ici, hein, l'alpha-tryptasémie héréditaire, qui est très fréquente. Chez nous, c'est 5% de la population qui a une duplication du gène qui code pour l'alpha-tryptase. Et donc, ils se retrouvent avec des taux de tryptase qui sont élevés. Et point. Donc, ces patients-là, si on leur dose la tryptase, on risque de trouver une tryptase élevée. Et là, on rentre dans un système, le SAMA, on va sur Internet, et donc là, c'est dramatique. Donc, il y a un moment où il faut qu'il y ait des symptômes. Et à partir du moment où il y a des symptômes, si les symptômes sont particulièrement embêtants pour la dose de la tryptase, on met le patient en antihistaminique, anti-H1, et puis on se passe. C'est un taux élevé par rapport à une normale, une basale. Oui. S'il y a des symptômes, c'est que l'activation est déjà enclenchée. Donc les taux de tryptase vont être élevés. Oui. Et quand est-ce qu'on va refaire pour avoir la normale, pour pouvoir comparer les gens? La basale, c'est 48 heures après la crise. Déjà. Ça peut être avant, ça peut être fait sur un prélèvement qui a été gardé au laboratoire. S'il vous plaît, Nicolas, normalement, atteinte multi-organe, tryptase élevée, ça nous renvoie auparavant à une anaphylaxie, à la définition de l'anaphylaxie. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre syndrome mastocytaire et anaphylaxie? Alors, un jour. La biologie. Donc, un jour, il faudra qu'on fasse. Je ne sais pas si vous avez vu sortir ce papier. Il vient de sortir au mois d'octobre. Dans le journal, dans Allergie, le journal de l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique, sur les nouvelles définitions de l'allergie et la nouvelle classification des hypersensibilités. Ça, c'est un truc, en plus, pour les pneumos, ça c'est quelque chose qui est important. Alors, je ne vais pas parler de quoique je pourrais mettre une diapositive après l'atelier pour que vous soyez au courant. Définition de l'anaphylaxie, c'est IgE ou pas IgE. Mais définition de l'allergie, nous on disait allergie,
c'est dû à IgE ou lymphocytes spécifiques. Ce sont des réactions immunité adaptative spécifique d'une molécule qui, dans le cas de l'allergologie, est un allergène. C'est fini ça. Allergie, c'est hypersensibilité. C'est-à-dire que hypersensibilité. Non, allergie, c'est hypersensibilité. IgE ou non IgE. C'est incroyable. Donc ça, c'est un papier de octobre 2023. Je vous mettrai la classification. Pour les définitions, donc anaphylaxie, encore une fois, c'est IgE ou pas IgE. Allergie, c'est IgE ou pas IgE. Je ne suis pas sûr, il faut être au courant de cette classification. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine, parce que on revient à ce qui était il y a 50 ans, hein, quand l'allergie au travail, l'allergie au conjoint. Ben oui, non, mais. Et donc, moi je trouve que c'est un peu dommage, mais le groupe d'experts est extraordinaire. Les gens qui ont fait ça, ce sont des gens qui sont top. Hein. Ils sont une quarantaine à s'être réunis pour mettre au point ces nouvelles définitions et cette nouvelle classification. Mais on voit que, voilà, quand il y a 40 personnes qui sont toutes très très expertes, il y a un moment où le consensus est une position qui n'est probablement pas la bonne. Et donc vous verrez que dans cette classification, c'est vrai qu'il faut que je vous la mette. Vous avez type 1, type 2, type 3, type 4, c'est-à-dire la Gale-Coombs, et là ils ont amélioré les choses pour l'hypersensibilité retardée, ils ont raison. Par contre, ils rajoutent un type 5, type 6, type 7. Donc, vous verrez ça. Bon, je vous garde la primeur. Alors, on revient à l'activation mastocytaire. Je fais exprès de mettre cette diapositive ici. C'est bien une activation mastocytaire. On démarre avec des choses extrêmement fréquentes. Donc, moi, je mets l'urticaire, mais peut-être que chez vous, le plus fréquent, c'est l'hyperactivité bronchique. Et puis, petit à petit, eh ben, nous, on a de l'urticaire avec signe extracutané. Vous avez peut-être de l'hyperréactivité bronchique avec signe extracutané. Et petit à petit, on arrive vers ce syndrome d'activation mastocytaire qui fait que il y a une telle activation permanente qu'on retrouve ce taux de tryptase élevé qui témoigne de l'activation d'une quantité suffisante de mastocytes pour que le taux de tryptase soit élevé. Et c'est là où maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire maintenant, mais c'est là où un patient qui se présente avec un ensemble de symptômes qui évoquent une activation mastocytaire, qui a une tryptase élevée, moi je m'arrêterai là à partir du moment où le traitement antihistaminique est efficace, anti-H1 plus anti-H2, mais dans le futur, on va aller vérifier si ce patient n'a pas justement cette hyper-alpha-tryptasémie congénitale, qui explique la tryptase élevée. Et à ce moment-là, ça voudra dire que cette tryptase élevée n'est pas due à une activation mastocytaire chronique et importante, elle est simplement due à la duplication d'un gène et le fait que le mastocyte va produire spontanément plus de tryptase sans qu'il soit activé. C'est bon pour vous? Donc, l'alpha-tryptasémie héréditaire, ça ne doit absolument pas faire peur. C'est la clinique qui compte. Hein. Dans toutes ces maladies, il n'y a que la clinique qui compte. Si le patient fait des anaphylaxies idiopathiques, anaphylaxie spontanée, anaphylaxie après médicaments ou piqûres d'hyménoptère, anaphylaxie je dis, hein, c'est-à-dire au moins 2 organes, il peut mettre en jeu le pronostic vital. Là, en effet, il faut commencer à s'en occuper. Si on n'a pas ces symptômes, il n'y a pas à se faire de soucis. On ne passe pas d'une tryptase élevée à une anaphylaxie. Ce n'est pas la tryptase qui est responsable de l'anaphylaxie, c'est ce que je veux dire. C'est bon pour vous? Voilà, c'est vraiment la clinique, hein, il ne faut pas avoir peur. Alors, si on s'arrête un peu, puisqu'on parle d'activation mastocytaire, l'activation mastocytaire vue par le clinicien, eh bien, soit elle est sévère. Ça, je peux laisser les diapositives à Bouchra. Hein. Soit elle est sévère, on parle d'anaphylaxie. Qu'elle soit spontanée, qu'elle soit induite, et en particulier c'est les hyménoptères, alimentaires, à l'effort, au stress, après une immunothérapie allergénique. Il y a anaphylaxie, elle est bénigne. Pourquoi je dis elle est bénigne? Le drame de la classification du Ring et Messner, c'est que le grade 1, ça n'est pas de l'anaphylaxie. Le grade 1, c'est signe cutané isolé. Et on le verra tout à l'heure. Quelqu'un qui arrive avec une urticaire du visage que certains patients appellent, merci bien,
que certains patients appellent... Non. Mais c'est bien. Ah, pardon. Merci bien. Merci. Que certains patients appellent œdème de Quincke, c'est un signe cutané isolé. Hein. Quelqu'un qui arrive avec une... Nous, on appelle ça bibendum Michelin. Ça n'est pas un signe d'anaphylaxie. Donc, c'est ça le problème qu'on a en allergologie. C'est, pour l'anaphylaxie, c'est le grade 1. Ring et Messner et toute l'évolution actuelle, et je veux dire, il y a plusieurs classifications de l'anaphylaxie. Il y a Ring et Messner qui est la plus connue, en tout cas chez nous, mais qui depuis une vingtaine d'années est remplacée par une autre classification qui est beaucoup plus intéressante, qui est celle de Simpson, qui est partie de l'allergie alimentaire, et qui ne met pas les signes cutanés dans la définition de l'anaphylaxie. Donc nous, il faut considérer qu'un grade 1, il faut l'enlever. On commence à réfléchir à partir du moment où c'est grade 2. Donc grade 1, ça n'est pas IgE, ça ne peut pas être IgE. C'est bon ? Quelqu'un qui prend, on en reparlera dans les cas cliniques, je fais de l'hypersensibilité à l'amoxicilline. Hein, je prends un comprimé d'amoxicilline. 10 minutes après, je suis couvert d'urticaire. Ça ne peut pas être allergique. IgE. C'est allergique, nouvelle définition. Hein. Pourquoi ça ne peut pas être allergique IgE ? Parce que quand je prends mon comprimé d'amoxicilline, il passe dans le tube digestif, il est absorbé. Il y a plein de mastocytes dans le tube digestif. Donc, il y a des signes digestifs. Ensuite, il est absorbé, il passe dans le sang. Dans le sang, il y a des basophiles qui ont les mêmes IgE à la surface. Donc, il doit y avoir des signes systémiques. Et quand il arrive dans la peau, il arrive dans le poumon, il arrive partout. Donc, il doit y avoir des signes cardiaques, pulmonaires, etc. C'est bon ? L'amoxicilline, elle ne va pas les se mettre uniquement sur les IgE de surface des mastocytes de la peau. C'est bon pour vous ? Donc, le grade 1, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Donc, une anaphylaxie bénigne, c'est un traitement antihistaminique. D'accord ? Là, on parle de l'activation mastocytaire, comment on le gère en pratique. Maintenant, modéré à sévère, c'est-à-dire on est au grade 2, et bien sûr plus. Et c'est ça le problème, et c'est pour ça qu'il y a ces travaux qui sont très intéressants sur les urticaires chroniques spontanés avec signes extracutanés, parce que ça reste l'urticaire. Donc ça, il va falloir un jour que beaucoup de non-dermatologues, allergologues et pneumologues apprennent ça, parce que une urticaire chronique spontanée avec signes extracutanés, forcément, il y a 2 organes atteints, mais ça ne sera pas une anaphylaxie IgE. C'est bon ? C'est une urticaire chronique spontanée avec signes extracutanés. On verra ce que c'est. Donc, c'est ici, dans ce cas-là, où on demande une tryptase critique, et soit elle sera augmentée probablement, puisque là on est dans la modérée à sévère, elle peut être augmentée dans les urticaires chroniques avec signes extracutanés. Il faut juste comprendre, l'activation mastocytaire, ça libère tout un tas de médiateurs, dont la tryptase. Soit cette activation, elle est coordonnée, c'est-à-dire il y a un signal qui arrive, qui active les mastocytes, il y a un pic de tryptase, parce que tous les mastocytes, par exemple cutanés, vont être capables de produire en quelques secondes ou minutes une activation, et donc on va pouvoir détecter la tryptase. C'est bon ? Si cette activation mastocytaire, au lieu de se faire en quelques secondes ou minutes, se fait en 5 minutes, 10 minutes, on n'a pas le pic qui nous permet de voir qu'il y a eu activation mastocytaire. Vous me suivez ? Donc, la tryptase, ça rend compte d'une activation coordonnée d'un ensemble de mastocytes au même moment. C'est bon ? C'est ça. Donc, dans une urticaire, quelqu'un qui prend un comprimé d'amoxicilline, qui fait très rapidement une urticaire, on peut pas, surtout s'il y a des signes digestifs, on peut parfaitement avoir une tryptase élevée sans que ça témoigne d'une allergie IgE. C'est bon ? Un peu compliqué. Non. Vous activez des mastocytes. Vous activez des mastocytes. Vous libérez de la tryptase. Donc, pourquoi, dans l'urticaire, induite par les médicaments ou les aliments, pourquoi la tryptase est basse ?
Parce que vous n'activez pas suffisamment de mastocytes en même temps. Et pourquoi vous n'activez pas suffisamment de mastocytes en même temps? Parce que ça ne passe pas par l'IgE. C'est bon? Maintenant, vous activez suffisamment de mastocytes en même temps parce qu'il y a l'allergène qui arrive. Tous les mastocytes qui ont des récepteurs, qui ont l'IgE à la surface spécifique vont être activés en même temps. À ce moment-là, vous dépassez le seuil de détection. C'est bon? Mais donc, alors, ça c'est donc pour être capable de différencier IgE, anaphylaxie IgE versus anaphylaxie non IgE, non allergique. Mais dans certains cas d'urticaire chronique, vous pouvez parfaitement avoir une tryptase qui dépasse la normale. Et ça n'est pas non plus trop étonnant puisque vous activez les mastocytes. Voilà, donc c'est juste ça. Il faut encore une fois, les vraies anaphylaxies, la tryptase, elle monte à des sommets. Hein. Voilà, c'est pas une fois et demie la normale. Hein. C'est bon pour vous? Voilà, il ne faut pas. Allez-y. Est-ce que le moment de doser la tryptase, est-ce qu'il y a un moment précis? Oui, tout à fait. C'est percritique, et nous on fait percritique et 1 heure après. Et est-ce que ça souffre de la prise antihistaminique? Pas du tout. Absolument pas. Et c'est vraiment très très spécifique. Et il faut s'attendre à des tryptases élevées. Et on revient à l'alpha-tryptasémie héréditaire. Le taux est élevé, mais ce n'est pas des taux monumentaux. Ce n'est pas des 100, 150 ou 200 qu'on peut voir dans les anaphylaxies. Donc, le taux de tryptase vous donne une idée de l'activation des mastocytes. Mais cette activation des mastocytes, la définition de l'urticaire chronique est probablement de ce que vous appelez l'hyperactivité bronchique, c'est une activation mastocytaire régulière et continue. Donc, si vous activez un petit peu plus, et à ce moment-là, vous pouvez avoir un taux de tryptase qui dépasse les limites. C'est un peu compliqué. Est-ce que le taux de tryptase dans le sang, est-ce qu'il concorde avec la crise? Est-ce qu'il est corrélé à la sévérité de symptômes? Bien sûr. Avec les signes. Il est corrélé à la rapidité et la synchronisation de l'activité mastocytaire. C'est-à-dire, il y a un taux de tryptase de base qui témoigne de votre activité mastocytaire, de notre activité mastocytaire à tous. Normal. Parce que les mastocytes, ils travaillent et ils produisent donc tout un tas de médiateurs, dont la tryptase. Et puis là-dessus, vous avez un signal qui active, qui coordonne une activation mastocytaire, et à ce moment-là, vous allez dépasser le seuil de base que vous avez. Mais toutes ces maladies dont on discute, troubles digestifs, neurologiques, fatigue, urticaire, hyperactivité bronchique, etc., ce sont des maladies par activation mastocytaire. Donc, c'est juste pour insister sur le fait que vous pouvez très bien avoir, en fonction des poussées de la pathologie, vous pouvez très bien avoir une tryptase qui va se retrouver élevée sans que ça témoigne d'un phénomène d'anaphylaxie. C'est ce que je veux dire. C'est le reflet de l'activation mastocytaire de votre organisme. S'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une différence dans la gravité par rapport à l'anaphylaxie induite par les mastocytes et l'anaphylaxie et les thrombines? Bien sûr. La deuxième question, c'est que moi je connais toujours que l'anaphylaxie venant des hyménoptères, elle est très grave. Bien sûr. Il est maintenant classé parmi les drainages. Non, ce que je veux dire, ici on a pris, c'est pas classé là. Là c'est donc, ça c'est l'anaphylaxie, d'accord, telle qu'elle est définie. Elle peut être bénigne ou elle peut être modérée. Il y a beaucoup, je veux dire, il y a beaucoup de patients qui se font piquer. Je vous ferai voir des cas cliniques d'un confrère qui a fait un œdème de Quincke, c'est-à-dire un angio-œdème après avoir été piqué par une... Et c'était une urticaire. C'était pas une anaphylaxie. Donc c'est vrai que la majorité... Quand on dit anaphylaxie, c'est hypersensibilité immédiate, sans témoigner du côté allergique ou non allergique. Et si elle est sévère, donc tryptase percritique augmentée, si la tryptase basale est normale, il faut qu'on différencie ensuite, nous, allergie versus non-allergie. Si la tryptase basale est augmentée, c'est là où on va parler de
SAMA, syndrome d'activation mastocytaire. Et puis, j'ai rajouté ça, mais on n'en fait pas grand-chose actuellement. On n'en fait pas grand-chose. Et on revient toujours au même point, hein, traitement antihistaminique, trousse d'urgence parce que l'accident était sévère. C'est-à-dire que tout ce que je vous mets ici, sans ça, vous auriez abouti aux mêmes conclusions. Vous comprenez? On essaie simplement de mettre au milieu des éléments qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé. Trousse d'urgence, éducation thérapeutique. Allez-y. Donc, une personne qui souffre d'une urticaire chronique, oui. On risque jamais d'avoir une anaphylaxie. On est tranquille. Non. Ah oui. Par contre, vous aurez de l'urticaire au stress, de l'urticaire physique, de l'urticaire alimentaire, de l'urticaire aux médicaments, et il fera de l'urticaire après piqûre du ménoptère. Et c'est toujours que de l'urticaire. Ah oui. Alors, urticaire, on va dire 2 millions de personnes. D'accord? L'anaphylaxie, c'est combien, à votre avis? Je veux dire, pardon, l'allergie, anaphylaxie GE. J'ai l'ancienne classification et la nouvelle en même temps. L'anaphylaxie GE, on le sait avec le médicament. Hein, c'est les registres d'allergoanesthésie. C'est 1 sur 10 puissance 4 à 1 sur 10 puissance 5. 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000. D'accord? 1 sur 10 000 personnes qui passent en salle d'opération fait un choc anaphylactique IgE. 1 sur 10 puissance 4. L'urticaire, on est à 3-4% de la population. D'accord? Vous voyez la différence? Donc, bien entendu, qu'un patient qui a de l'urticaire, il peut aussi se sensibiliser à une molécule et faire une anaphylaxie. Il n'a pas plus de chance. Il a 1 sur 10 puissance 4 à 1 sur 10 puissance 5. Par contre, le terrain d'urticaire fait que chaque fois qu'il va faire un souci, un effort, qu'il va manger des aliments histamino-libérateurs ou qu'il va prendre des médicaments, il risque de faire une poussée d'urticaire. D'accord. Donc c'est les mêmes chances que la population générale. Exactement. Ah oui, complètement. Complètement. Parce qu'on a toujours cette peur, quand quelqu'un vient avec une urticaire chronique, il fasse un jour un angioedème ou un bronchosmase. Alors, non, mais bien sûr qu'il va faire un angioedème, on en parlera après. Mais l'angioedème, c'est de l'urticaire. Nous, on l'appelle urticaire segmentaire du visage. On appelle dire bronchospasme. Non, c'est toujours. Ah non. Alors. On ne sait jamais. Une chance sur 10 puissance 4. Mais les symptômes sont très différents. Le patient, à l'hôpital, on voit des choses absolument fantastiques. En allergo, l'allergologie, c'est magnifique comme spécialité, c'est de la médecine expérimentale. J'ai cette femme, pour illustrer ce qu'on est en train de discuter, j'ai cette femme qui vient adressée par le SAMU pour choc anaphylactique, arrêt cardiaque. Idiopathique. Donc, nous, on a une première consultation pour discuter, et après, à l'issue de la consultation, on prévoit des tests. Donc, je reçois cette femme, je lui dis, racontez-moi, j'avais le mot du SAMU, racontez-moi, ah, elle me dit, docteur, ça a été affreux, j'ai failli mourir. Il m'a fallu 10 minutes pour qu'elle puisse commencer à raconter son histoire. 10 minutes. Ah, j'ai failli mourir. Alors, elle arrive au bout de 10 minutes, elle me dit, alors voilà, je me lève le matin et je vais à la cuisine. Il y avait mon mari, et quand il me voit, il pousse un cri. Je vais à la salle de bain. Ah, quand je me suis vu dans la glace, docteur, je suis tombé. Donc, j'ai posé mon stylo, et on n'a rien fait du tout. Si, on a dosé triptase. Ça n'est pas une anaphylaxie. Donc, elle s'est levée, en effet, le mari confirme qu'elle avait une tête difforme. Il a eu peur, ce qui est logique. Elle se voit dans la glace, elle a eu peur, c'est logique. Elle tombe, c'est logique. Mais elle est tombée, le SAMU est arrivé, soi-disant tension imprenable, pouls imprenable, ils l'ont réanimée, et en fait, ça n'est pas une anaphylaxie. Vous me suivez? Donc, c'est juste pour dire que les patients, forcément, quand ils subissent quelque chose, moi je vois les internes, quand ils interrogent les patients,
quelqu'un qui a fait une urticaire ou un œdème aux médicaments, l'interné là, il leur dit « Alors, et pour respirer, ça allait comment? Vous n'avez pas eu du mal à respirer un peu? Vous n'étiez pas gêné? Si, un peu gêné. Hop, et hop, on passe grade 2, tout de suite grade 2. Et donc, vous n'avez pas été fatigué? Oh là là, j'étais très fatigué. Hop, 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 et on rajoute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on interroge les patients en ayant nous-mêmes un certain nombre de craintes, et donc on fait des diagnostics. Nous, encore une fois, 95% des patients qui rentrent dans le service ne sont pas allergiques. On le sait quand on les voit. On fait le bilan qui dure, je vous ai dit en tout, 1 année pour avoir l'ensemble du truc, uniquement parce que si on ne le fait pas, le patient ne reprendra pas le médicament et le médecin ne voudra jamais redonner ce médicament. Donc on le fait en sachant que 95% des gens qui viennent, le bilan sera négatif. S'il vous plaît, quelqu'un qui fait une urticaire suite à l'amoxicilline. Oui. On continue le traitement, on donne un antihistaminique. Alors moi c'est ce que je fais quand les patients m'appellent, c'est ce que je leur dis bien sûr, antihistaminique, mais tous les patients, nous quand on redonne le médicament, alors ça, là aussi il y a une dérive qui s'est faite, Quand on va tester ces patients, la patiente dont je vous parle, il n'y avait pas de prise de médicament, mais imaginons qu'il y ait eu prise de médicament. Elle prend son médicament, un quart d'heure après elle va à la cuisine, son mari crie, on va tester, disons que c'est l'amoxicilline. Moi je suis persuadé que ça n'est pas allergique, hein, même si le SAMU dit qu'ils n'ont pas trouvé l'attention. C'est pas possible que ça soit allergique. Donc, on va tester l'amoxicilline. L'amoxicilline sera négative en pré-test. D'accord? On va donc redonner l'amoxicilline. Et on donne 3 doses. Vous savez ce que c'est que la première dose? Placebo. La deuxième dose, c'est le centième de la dose d'amoxicilline que l'on prend. Et la troisième dose, c'est le comprimé d'amoxicilline. Pourquoi le centième? Au cas où on soit trompé. Et on se trompe souvent. On ne se trompe pas avec l'amoxicilline, mais on se trompe avec les quinolones en particulier. Et donc, les tests au quinolone, que ce soit les tests d'activation des basophiles ou les tests cutanés, ne sont pas très sensibles, on va dire. Et donc, on a déclenché plusieurs fois des mini-chocs, parce que c'est le centième de la dose que l'on donne, mais tout de suite, on voit les yeux, là. D'un coup, là, on voit la personne qui est cassée, là, avec la conjonctive qui devient toute rouge, et puis un petit peu rosée aussi sur la peau. Donc, centième de dose et dose complète. Le type de patient dont je vous parle, tous les accidents, on l'a au placebo. Tous les accidents, on l'a au placebo. Pour amoxicilline. Là, je vous ai donné l'exemple des quinolones qui est un peu à part pour les tests. Et on a tout au placebo. On a des diarrhées, des vomissements, bien sûr du prurite, des sortes de grandes angoisses. Enfin, bon, pardon? Avec le placebo, bien sûr. Quelle est l'explication de ça? Ben, le placebo, c'est biologique. Hein. Alors là c'est des très vieux travaux. Hein. Mais ça, on devrait tout de suite, en médecine, ça devrait être le premier cours. C'est un très vieil article qui a au moins 30 ans. On est avec des souris. Les souris, elles sont dans des cages, et les souris, ça adore pédaler, hein, la roue, tout comme l'hamster. Donc la souris, elle pédale, elle fait tourner sa roue, et au bout d'un moment, il y a une lumière qui s'allume, une sonnette, et il y a un biberon, et la souris boit, parce qu'elle a bien travaillé. Et on analyse l'activité cérébrale par comment est-ce qu'on appelle ça? On analyse l'activité cérébrale. Donc la souris pédale, on met le biberon d'eau, et on voit s'allumer dans le cerveau une zone qui est très certainement la zone qui est activée quand on a soif et qu'on boit, hein, le plaisir de boire. La souris repédale, la lumière, la sonnette, on met un biberon, sauf que dans l'eau, il y a de la morphine. Et là, on a une zone monumentale qui s'allume.
donc l'effet pharmacologique de la morphine sur le cerveau. La souris repédale, on met le biberon d'eau, elle allume la zone de la morphine. La souris. D'accord ? Voilà, c'est juste pour dire, une fois que vous avez compris ce que c'est que l'effet placebo, c'est un effet qui est biologique, physiologique. Vous avez activé des circuits, vous les réactivez, hein, c'est une unité de mémoire, on va dire, une unité innée de mémoire. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait... tout le monde est sensible. La preuve, c'est que dans les essais thérapeutiques en oncologie, en infectiologie, c'est jamais nul. Ah ben bien sûr. Mais nous, dans les maladies de peau, il faut voir des grandes maladies comme le psoriasis, l'eczéma atopique, il faut voir, on est à 30-40% d'amélioration de 75% avec le placebo. Alors on arrive à 90% avec le produit. Mais 30-40%, 75% d'amélioration, les scores, hein, c'est PASI 75, EASI 75 pour l'eczéma, donc bien sûr, effet placebo. Donc ça c'était donc on est dans l'activation mastocytaire, vous êtes d'accord, hein? Alors les mastocytes, qu'est-ce qu'on voulait dire sur les mastocytes? Donc elles sont distribuées partout dans l'organisme. En fait, il y en a dans tous les... C'est une cellule vraiment ancestrale. Hein. Il y en a dans tous les organismes des mastocytes. Elles sont, je vous montrerai des photos, elles sont collées à la vasculature. Et elles migrent le long des vaisseaux. Elles sont aussi interconnectées avec les nerfs. Alors, elles sont bien sûr dans tous les organes, mais particulièrement, ce qui nous intéresse en allergo, les épithéliums de revêtement. Donc c'est là où on les retrouve dans la peau, dans le tractus respiratoire, intestinal, l'œil, le nez, la muqueuse buccale. Alors, leur rôle physiologique, hein, ça participe à tout un tas de fonctions cellulaires et ça a un rôle, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée anti-infectieuse. Les souris sans mastocytes, elles vivent beaucoup moins longtemps que les souris qui ont des mastocytes. Donc c'est vraiment, ce sont des fonctions primaires. Hein. Alors, ça on le verra après, la suite. Donc ça c'était simplement pour vous mettre, je ne sais pas si vous voyez bien, des mastocytes qu'on trouve au niveau de la peau, toujours autour des vaisseaux. Il y a des densités de mastocytes qui sont normales. Tout ce que les mastocytes peuvent faire, hein, encore une fois, c'est une usine. Les mastocytes, il n'y a pas que les granules. Hein. Quand vous activez un mastocyte, il y a bien sûr la dégranulation, mais quand vous activez une cellule, il va y avoir la transcription des gènes, la traduction, il va y avoir des protéines, donc ça synthétise tout un tas de médiateurs inflammatoires qui sont extrêmement importants. Alors ça, c'est cette image que je voulais vous montrer. Quand vous avez en rouge les vaisseaux et en vert les mastocytes, vous voyez que les mastocytes sont collés aux vaisseaux. Et donc, ça vous comprenez que dès que vous les activez, l'histamine, elle est tout de suite sur le récepteur à l'histamine qui est sur les vaisseaux. Ça fait donc la vasodilatation, la vasoperméation, et donc vous avez l'érythème et l'œdème. Hein. C'est fait pour ça. Hein. Ça, c'est une image... Alors là, on rentre dans ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire les différentes conséquences de l'activation mastocytaire. Donc, ça, c'est une cellule, c'est un mastocyte qui est au repos. Et quand il a été activé, vous voyez qu'il prend cette forme bizarre et il va relarguer ses granules. Là, on est donc dans la phase immédiate hein, de l'hypersensibilité immédiate. Dégranulation. Alors, je reviendrai après à la dégranulation. Donc, voilà ce que je discutais avec vous tout à l'heure. Les sept types différents de mastocytes que l'on trouve chez l'homme. Alors que je vous explique. Là, on récupère, ça c'est donc le groupe de Toulouse, qui avait publié il y a quelques années chez la souris, les différentes sous-populations de mastocytes, et ça c'est chez l'homme. Donc c'est ce qu'on appelle de l'analyse à cellules uniques. Donc il récupère les mastocytes de différents organes, et là-dedans il y a pratiquement tous les organes,
Et ensuite, ils analysent ce qu'on appelle le transcriptome, c'est-à-dire l'ARN messager de chaque mastocyte qui est purifié. C'est donc ce qu'on appelle un fax, qui va purifier cellule par cellule, et on va ensuite analyser le transcriptome. Vous savez que parmi tous les gènes que nous avons, il n'y a que 30 000 gènes qui codent pour des protéines fonctionnelles. Il y a beaucoup de gènes, il y a des dizaines de milliers de gènes, mais il n'y a que 3000 gènes qui sont capables de coder pour des protéines. Donc, quand on parle d'analyse de transcriptome, on analyse les 30 000 gènes dans chaque cellule. Alors, toutes les cellules n'ont pas 30 000 gènes, hein, mais on va pouvoir amplifier les ARN qui sont donc le produit des gènes dans ces différentes cellules. Donc c'est une analyse cellule par cellule. Alors ce que vous avez ici, chaque colonne, c'est un mastocyte. Un mastocyte unique. Chaque ligne, c'est un gène. Alors là, il n'y a pas 3000 gènes. On regroupe après les gènes en fonction de ce qu'on appelle les gènes différentiellement exprimés. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez 7 groupes différents de cellules. Et quand vous analysez les différents gènes qui sont exprimés par ces groupes de cellules, vous arrivez à des localisations des mastocytes dans les différents tissus. Vous suivez? Donc là, il n'y a rien à comprendre, même si ici on a mis des exemples de certains des gènes qui caractérisent les différents types de mastocytes. Ça veut simplement dire que quand vous comparez les ARN messagers qui sont exprimés par des mastocytes qui viennent de différents tissus, eh bien, vous trouvez 7 groupes de mastocytes qui correspondent à l'origine du tissu d'où ils viennent. C'est bon? Donc ça, c'est une autre représentation des 7 types de... chaque point ici est un mastocyte, et donc ensuite, plus les mastocytes, plus les points sont regroupés entre eux, ça veut dire plus les cellules sont semblables, et plus ils sont éloignés, plus les cellules sont différentes. Mais au départ, ce sont tous des mastocytes. D'accord? Ils ont été purifiés là-dessus. Alors, quand vous faites... Donc, je pense que je vais passer à celle-ci. Donc, vous avez cette population de mastocytes. Et quand... Alors là, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu petit. Quand vous faites... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand vous revenez maintenant au tissu et que vous regardez les mastocytes qui sont présents, alors vous, c'est le poumon. Mais dans le poumon, vous avez des mastocytes de groupe 2, groupe 3, groupe 5. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec les mastocytes de la peau. Dans la peau, on trouve mastocytes groupe 4, groupe 6, groupe 7. Il n'y a aucune communauté. C'est pour ça que, pour nous, c'est extraordinaire. Pour nous, ça, c'est l'urticaire. Ça, c'est l'urticaire. Vous, ici, c'est ce que vous appelleriez l'hyperréactivité bronchique. Et c'est vrai que nous, on voit rarement, on parle de non-allergie, hein, on voit rarement des patients qui, au moment où ils font de l'urticaire, font une hyperréactivité bronchique. Et vous, je pense que vous devez voir des patients qui font une hyperréactivité bronchique, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent en même temps une poussée urticaire. Vous me suivez? Donc pour nous, c'est extraordinaire. Ça explique que les sous-populations de mastocytes sont différentes. Donc là, j'ai passé sur la diapo d'avant parce que pour ne pas rentrer dans les détails. Mais donc, on est capable, on n'est pas capable, mais je veux dire, ces mastocytes-là sont capables de s'activer indépendamment des autres mastocytes de façon spontanée. Donc l'urticaire chronique spontanée, c'est un problème, on ne sait pas ce que c'est l'urticaire chronique spontanée, entre parenthèses, hein. C'est un problème qui touche ces populations de mastocytes. C'est bon pour vous? Donc ça, c'est le travail de Marie Tauber, qui est chez nous maintenant, qui est maître de conférence praticien hospitalier. Elle est chez nous, mais elle a fait ce travail à Toulouse. Elle continue à travailler sur les mastocytes. Et
On ne comprenait pas, je vous l'ai dit à l'entrée, pourquoi on pouvait avoir une activation mastocytaire dans différents organes. Donc, le patient urticarien chronique, il a un problème, je ne sais pas sur laquelle, mais il a un problème avec une de ces populations. Le patient avec hyperactivité bronchique, il a un problème avec une de ces populations. Et c'est pareil pour le tube digestif, c'est pareil pour le muscle, c'est pareil, y compris, alors ils n'ont pas fait le cerveau, mais voilà, les travaux sur le cerveau, moi je les ai vus, c'est pareil. Dans le cerveau, il y a des mastocytes, il y en a très peu, et il y a encore une fois des sous-populations différentes. Parce qu'il y a beaucoup de patients, nous, l'urticaire chronique, qui se plaignent de céphalées et de problèmes neurologiques, on va dire. Est-ce qu'on n'a pas de marqueur biologique qui peut différencier tel groupe de mastocytes? Si, bien sûr. Alors, marqueurs, vous les avez ici. Si je prends les 4, 6, 7, vous avez ici donc récepteur d'IL-17, grand signe B, SOX, 4, 6, IL-1 récepteur, IL-10 récepteur, TGF-bêta. Donc il y a des marqueurs spécifiques qui sont des marqueurs moléculaires. Donc on arrive, je veux dire, il y a des phénotypes qui permettent ensuite d'aller récupérer, parce que les précurseurs passent à un moment donné dans le sang, donc on peut déjà au niveau du sang récupérer des précurseurs de mastocytes, je ne sais pas pour le poumon, mais de ceux qui vont dans la peau. Bon. Est-ce que, disons, nous explique un peu le fait que les antihistaminiques n'ont aucun effet sur l'asthme, par exemple? Et on peut donner un antihistaminique à quelqu'un, ça agit très bien au niveau nasal, au niveau fluide, etc. Au niveau du poumon, rien. D'ailleurs, il y a même des patients qui disent j'ai pris un antihistaminique, ça n'a rien fait pour mon poumon. Donc, parce qu'on fait des cellules allergiques, donc on peut le prendre bien sûr. En asthme. Donc peut-être il est assez. Je ne sais pas. Là, je suis incapable de. Je suis incompétent là, je suis désolé. L'hyperactivité bronchique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas seulement. C'est pas que de l'activation mastocytaire. L'hyperinflammation, et puis des corticoïdes, oui, c'est ça, voilà, exactement. Alors, l'asthme, nous on dit, mais c'est moi qui dis. Moi je dis la crise d'asthme, c'est le mastocyte. L'asthme, c'est l'eczéma. Donc l'eczéma, nous les antihistaminiques font rien non plus. Et comme vous dites, c'est les corticoïdes qui sont efficaces. Mais c'est vrai que l'hyperréactivité bronchique, voilà, ça serait le prurite, nous peut-être alors. Ça serait le prurite. Et le prurite, les antihistaminiques ne marchent pas toujours. Hein. Ça marche quand c'est histaminique. C'est pas évident. Alors, réaction d'hypersensibilité. Ah, mais je l'ai peut-être mise là. Non, j'ai mis l'ancienne. Il faut que je vous mette la nouvelle. Donc, réaction d'hypersensibilité. Est-ce que j'en parle maintenant? Non, j'en parlerai plus tard. C'était simplement, j'ai mis ça. Non, j'en parlerai plus tard. Voilà, j'ai mis ça pour dire que on sait que les mastocytes contribuent à tous les types d'hypersensibilité. Tous. Même si le canonique, comme on dit, c'est l'hypersensibilité type 1, qui est allergique ou non allergique, mais on sait que ça contribue à toutes les phases des réactions d'hypersensibilité, y compris au niveau cellulaire. Nous, on a travaillé sur l'eczéma atopique et l'eczéma de contact, et les mastocytes sont indispensables. S'il n'y a pas de mastocytes, on ne peut pas faire un eczéma allergique de contact. Le mastocyte est indispensable à la sensibilisation de l'individu. Une fois que l'individu est sensibilisé, c'est-à-dire qu'il a des lymphocytes spécifiques, le mastocyte joue beaucoup moins de rôle, même s'il joue un rôle dans la phase d'expression de l'eczéma, mais s'il n'y a pas de mastocyte, il ne peut pas y avoir de sensibilisation. Donc c'est juste pour insister sur l'importance de la cellule. Entre parenthèses, nous on a des patients, on vient de discuter de mastocytes antihistaminiques et asthme et hyperréactivité bronchique, et je viens de vous dire que les antihistaminiques, ça n'est pas le traitement de l'eczéma. Et c'est vrai que ce n'est pas le traitement de l'eczéma, ça ne marche pas. Je dis ça, mais il y a des patients qui, avec un comprimé d'antihistaminique, stabilisent complètement leur eczéma atopique, sans qu'on comprenne comment ça marche. Moi, j'ai 2-3 patients pour lesquels, vraiment, c'est le traitement. Et ils ne mettent rien d'autre. Ils arrêtent l'antihistaminique, leur eczéma atopique redémarre. Donc voilà, il faut juste avoir ça en tête avec ce que je vous dis de cette contribution des mastocytes à tous les types d'hypersensibilité retardée.
Alors ça se retrouve chez tous les gens qui travaillent sur mastocytes et maladies, puisque vous avez ici, c'est des travaux qui ne sont pas d'aujourd'hui, 2009, vous voyez, quand on prend des articles scientifiques, comme je viens de vous dire sur les eczémas, qui analysent la contribution des mastocytes dans un ensemble de pathologies, et bien vous voyez que, bien sûr, ils contribuent aux réactions d'hypersensibilité type 1, mais aussi ils sont impliqués dans nous ce qu'on appelle les maladies auto-immunes bulleuses cutanées, aussi des réactions d'hypersensibilité type 3, lupus, réaction d'Artus, et on vient de le dire, des réactions d'hypersensibilité de type 4 avec l'eczéma de contact, le psoriasis, mais aussi la sclérose en plaques. Voilà, et donc on le retrouve, et c'est vrai que quand on analyse, alors là c'est de l'immunohistochimie, c'est pas parce qu'il y a 10 fois plus de mastocytes dans une peau que les mastocytes sont automatiquement impliqués, mais il y a quand même des pathologies dans lesquelles, et le psoriasis en particulier, mais la dermatite atopique aussi, où il y a un recrutement de mastocytes qui est absolument considérable. Donc mastocytes et maladies, c'est quelque chose d'important. Alors on arrive à l'activation mastocytaire. On arrive à l'hypersensibilité de type 1, on en a déjà bien parlé. Donc ça, c'est le schéma classique. J'ai mon mastocyte. Si j'active mon mastocyte par le récepteur des IgE, récepteur aux IgE, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité immédiate allergique. Si je l'active en dehors du récepteur aux IgE et de l'IgE, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité immédiate non allergique. Actuellement, je vous ai parlé de la nouvelle classification. Alors, ça, je pense que je vous l'ai déjà montré, peut-être pas à tous. Ça, c'est, je vous ai dit, l'allergologie, c'est magnifique parce que c'est de la médecine expérimentale. Et les prick tests, c'est vraiment, là aussi, magnifique pour analyser ce qu'on discute aujourd'hui, c'est-à-dire l'activation mastocytaire. Ici, vous avez 3 lésions identiques. C'est un patient atopique chez lesquels on a fait des prick tests. On a fait 2 témoins positifs, histamine, codéine, un témoin négatif, qui doit être négatif, et puis on a déroulé ici quelques allergènes, pneumallergènes, 5 graminées, armoise, ambroise, plantain. Donc vous voyez ici, il y a 3 tests positifs qui sont exactement identiques. Vous avez remarqué, on ne peut pas faire mieux. Il n'y en a qu'un seul qui est allergique. C'est lequel qui est allergique? Les 5 graminées. Ceux-là, vous êtes d'accord que c'est de l'urticaire? Urticaire, elle est non allergique. Le prick test positif, c'est une lésion d'urticaire. Ça active les mastocytes qui, on a piqué ici, ça active les mastocytes libèrent tout un tas de médiateurs dans l'histamine, il va y avoir un gradient d'histamine, et ça c'est la quantité minimale d'histamine qui est nécessaire pour faire dilater les vaisseaux, et vous voyez qu'il en faut plus, ça c'est le gradient minimum d'histamine pour aboutir à la vasoperméation et à recruter de l'œdème. Donc on a vraiment 3 tests qui sont identiques, j'en ai qu'un seul qui est allergique. Ces 2-là, c'est donc de l'hypersensibilité immédiate, non allergique. Il y en a une qui est directement pharmacologique, qui ne passe pas par l'activation des mastocytes. J'ai piqué à travers une goutte d'histamine, il y a eu un gradient, érythème, œdème. Et puis là, j'ai activé le mastocyte par un autre récepteur que IgE, récepteur aux IgE. Et donc, pareil, il y a eu activation mastocytaire, histamine, et puis érythème, œdème. Donc, cliniquement, nous ne sommes pas capables, sur ces lésions-là, de différencier une réaction allergique de non allergique. Ancienne classification. Pardon? Ancienne classification. Parce que là, vous ne pouvez pas distinguer allergique de non allergique. Oui. Avec l'ancienne classification. Exact. Avec la nouvelle. Avec la nouvelle, je dis allergie, là. Allergique, on ne sait pas est-ce que c'est immunologique ou non immunologique. Exact.
Exact. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Alors, on est obligé, pour comprendre, de rentrer un peu dans la cellule, dans le mastocyte. C'est toujours la même photo qu'on montre. Hein. Ça, c'est le mastocyte. Vous avez ici des granules. Vous avez un mastocyte ici qui est en train de dégranuler. Et vous avez à la surface du mastocyte tout un tas de récepteurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'il y a le ligand qui vient se coller au récepteur, quel qu'il soit, ça aboutit à l'activation du mastocyte. Et une fois que le mastocyte est activé, il y a 3 conséquences. La dégranulation, c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est ce que je viens de vous montrer. Et quand vous activez un mastocyte et qu'il dégranule, vous avez remarqué qu'au bout d'une heure, il n'y a plus rien. À 20 minutes, c'est très positif. À 1 heure, tout a disparu. Donc, on a activé, avec les prics, on active pratiquement que la dégranulation. Mais quand vous activez un mastocyte correctement, vous aboutissez à une phase intermédiaire avec production de leucotriène, de prostaglandine, et puis les gènes sont transcrits, les ARN messagers sont traduits, et vous aboutissez à la production de cytokines et de chymokines. Ça, c'est donc la phase immédiate, la phase intermédiaire, la phase tardive. Et ce qui est fantastique, c'est que on est capable, alors ça c'est du in vitro, mais on le comprend en clinique, on est capable d'activer le mastocyte uniquement pour la phase immédiate, c'est ce que je vous ai montré, mais on est capable d'activer le mastocyte uniquement pour la phase retardée. Alors je ne sais pas vous en pneumo si vous avez la maladie, mais nous en dermato on a une maladie qu'on appelle l'urticaire retardée à la pression. Hein, ce sont des patients qui partent se balader avec un sac à dos, qui rentrent en fin de journée, qui vont bien, et la nuit ils se réveillent, ils ont des énormes lésions infiltrées qui sont dues à l'activation mastocytaire et à la phase tardive. Ils n'ont jamais fait d'urticaire, ils n'ont jamais fait de dégranulation, ils n'ont jamais eu d'urticaire banale, ils font une urticaire retardée à la pression. Donc ça doit exister en pneumo, mais je ne sais pas comment vous appelez l'urticaire retardée à la pression au niveau du poumon. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que, je vous l'ai dit, chaque fois que vous engagez un récepteur, il y a activation mastocytaire. Et là-dedans, il y a un récepteur qui est très particulier, qui est bien sûr le récepteur pour le FC des IgE, sur lequel ici vous avez l'IgE. Et quand vous engagez ce récepteur, on l'a déjà dit, vous avez une activation massive, rapide, coordonnée des mastocytes. Par contre, quand vous engagez d'autres récepteurs, et vous voyez qu'il y a des récepteurs pour les bactéries, pour le complément, pour les opiacés, la codéine, pour des interactions cellulaires, et puis vous avez ce récepteur, là on va en parler parce qu'il est exceptionnel, MRGPRX2, qui est un récepteur pour des neuropeptides, des neurohormones, des peptides du soi, et puis pour tout un tas de chimiques, en particulier les quinolones et les curares. Et donc, quand on vous donne des quinolones ou des curares, vous allez avoir les quinolones qui vont être capables d'aller interagir avec ce récepteur, et à partir du moment où l'interaction est suffisamment forte, il va y avoir activation mastocytaire. Mais cette activation mastocytaire, elle aboutit à quelque chose qui n'est pas du tout une anaphylaxie, qui n'est pas sévère. Les conséquences de l'activation du récepteur aux IgE ou du récepteur MRGPRX2 n'ont rien à voir. On va en discuter. Alors, phase immédiate et phase tardive. Je vous ai parlé de l'urticaire retardée à la pression. Donc, ceux qui font de l'immunothérapie allergénique, en particulier par voie sous-cutanée, vous savez que, ça c'est house dust mite, poussière de maison, vous savez que quand vous avez un patient qui a ce type d'immunothérapie, vous êtes obligé de le prévenir, je pense au venin, que il se peut très bien que immédiatement, bien sûr, il va faire une réaction, il est allergique, on lui fait de l'immunothérapie allergénique, il réagit, il active ses mastocytes. Quand il va quitter l'hôpital, au bout d'1 heure, 2 heures, il n'aura plus rien.
ça aurait disparu. Par contre, il faut le prévenir que la nuit, il risque de faire cette urticaire retardée à la pression. Alors, elle n'est pas à la pression, cette activation mastocytaire, cette phase tardive de la réponse immédiate, parce que sinon, il va aller aux urgences en se disant qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, c'est typiquement phase immédiate de l'hypersensibilité immédiate et phase tardive de l'hypersensibilité immédiate, qui sont toutes les deux dues à l'activation mastocytaire. Donc, on a parlé de récepteur aux IgE, et ce récepteur MRGPRX2, il n'est pas connu depuis très longtemps, mais là c'est pareil. Les progrès dans la compréhension, ce sont des bons. On progresse un peu tous les jours, mais surtout il y a des moments où on progresse énormément. Et la découverte en 2015 de ce récepteur, qui est capable d'abord de lier beaucoup de choses, et surtout dont les conséquences sont très différentes, ça a été pour nous une révélation. Parce qu'on ne comprenait pas, nous, pourquoi on peut faire une urticaire au médicament sans aucune gravité, sans signe de gravité. Ça n'est pas une anaphylaxie. Et si je prends amoxicilline, j'ai des vrais chocs anaphylactiques à l'amoxicilline. Mais 95% des réactions immédiates à l'amoxicilline, elles ne sont pas allergiques. Et elles ne posent aucun problème. Donc on n'arrivait pas à comprendre cette différence. Alors je prends l'exemple de l'amoxicilline, même si on ne connaît pas encore le récepteur à l'amoxicilline. Là, je vous parle ici du mastocyte et du récepteur pour les quinolones et les curares, qui a été découvert en 2015. Le récepteur à l'amoxicilline, on ne sait toujours pas ce que c'est. On ne sait pas s'il est extracellulaire, intracellulaire, nucléaire, mais en tout cas, il y en a. L'amoxicilline est capable d'induire l'activation mastocytaire, bien sûr par le récepteur aux IgE chez le patient allergique à l'amoxicilline, mais dans 95% des cas par un autre récepteur non IgE et dont les conséquences sont différentes. Donc moi je me sers de ce récepteur aux quinolones et des curares pour discuter des différentes conséquences de l'activation chez un patient allergique aux quinolones ou aux curares, de l'activation des mastocytes parce qu'il y a des IgE de surface qui vont agréger les récepteurs et induire cette activation, comparé à une activation qui passe par un récepteur qui n'est pas le récepteur aux IgE. C'est bon pour vous? Alors ça, c'est donc le papier qui identifie ce... Entre parenthèses, vous n'êtes peut-être pas des spécialistes d'allergie aux médicaments, mais quand on est spécialiste d'allergie aux médicaments, tout ça, ce sont les médicaments qui sont capables de lier le récepteur et d'induire l'activation mastocytaire. Et ce sont des peptides thérapeutiques. Mastoparan, icatibant, cétrorélix, sermoréline, octréotide, leprolide. Tout ça, ce sont des molécules qui sont, quand vous prenez le Vidal, le premier effet secondaire, c'est ce qu'ils appellent Infusion Related Reaction. C'est-à-dire que ce sont des molécules qui sont connues pour induire des érythèmes, des urticaires à la perfusion, et c'est un mécanisme pharmacologique, ça va directement agir sur le récepteur MRGPRX2. Et à ce moment-là, pour les quinolones, est-ce qu'il faut qu'on arrête le médicament ou il faut qu'on le poursuive avec les dentiste? Disons que les quinolones, c'est pas... Bien sûr, alors pseudo-allergie, hypersensibilité non allergique par activation mastocytaire, donc c'est bien de l'hypersensibilité immédiate non allergique. Autant antirétroviraux, antituberculeux, anticancéreux, c'est compliqué. On peut se poser la question, quinolone, mais je veux dire, on pourrait parfaitement le continuer. C'est la sévérité qui fait la différence. Nous, quand on est appelé, par exemple, chez des patients, il faut absolument remettre une bêta-lactamine. Ils étaient étiquetés label allergie à la pénicilline, on nous demande qu'est-ce qu'on fait. Moi je leur dis, vous commencez, et puis on est ici, vous nous appelez s'il y a un problème. Donc je veux dire, il n'y a pas de... C'est la clinique qui compte à la fin. C'est la clinique. Donc ça, c'est donc des informations sur le... Mais aussi les anesthésiques. Et tous les curares, tout à fait. Alors ça, c'était le schéma. Initialement, donc tout de suite en 2015, après la publication de cet article qui découvrait ce récepteur, tout de suite il y a eu ce type de figure qui montrait que, eh bien, on peut activer le mastocyte par l'intermédiaire du récepteur aux IgE,
ou par l'intermédiaire d'un récepteur qui n'a rien à voir avec les récepteurs de l'immunité. Et comme vous le voyez, sur le schéma, on aboutit à des conséquences qui sont identiques, puisqu'on marque dégranulation. En fait, c'est là où, c'est pareil, c'est toujours le même groupe de Toulouse, qui a montré que les conséquences n'étaient pas les mêmes selon qu'on active par IgE ou qu'on active par MRGPRX2. Je vous laisserai... Le mécanisme avec la même molécule. Exactement, exactement, tout à fait. Alors, ça n'a pas été fait, la démonstration n'a pas été faite avec la même molécule, mais on a activé le récepteur, je vais vous montrer ça, c'est ce travail-là. Ça sont des mastocytes, on les a activés par l'intermédiaire d'IgE spécifiques, donc ça passe par l'activation du récepteur FC, ou on les a activés par l'intermédiaire du récepteur MRGPRX2. Là, c'était des mastocytes qui ont été sensibilisés avec des IgE anti-albumine, BSA, bovine sérum albumine, et ensuite on a rajouté la sérum albumine. Et ici, ce sont des mastocytes qui ont été activés par de la substance P qui est capable de lier le récepteur MRGPRX2. Et on s'aperçoit, quand on active par le récepteur FC, il y a une réorganisation des granules. C'est-à-dire qu'un mastocyte, ça a des petits granules. Eh bien, il y a fusion des granules. La dégranulation donne des granules qui sont des gros granules. Et ces granules qui ont fusionné ont la capacité de migrer au niveau du ganglion. Et on va retrouver au niveau du ganglion les granules de gros diamètres qui ont été libérés. Or, comme vous le savez, les ganglions, c'est le sang, puisque tout le trajet lymphatique aboutit au canal thoracique. Et c'est la dégranulation dans le ganglion qui explique le choc anaphylactique, qui explique qu'on va se retrouver avec histamine en particulier, mais pas que, au niveau circulatoire. Ça, c'est dégranulation par l'intermédiaire du récepteur aux IgE. Quand on induit la dégranulation par le récepteur MRGPRX2, eh ben, les granules de petite taille dégranulent et ils ne migrent pas au niveau du ganglion. Ils restent au niveau de la peau. Et il y a une réponse qui est donc locale et transitoire, alors que là, la réponse, elle est locale, régionale et systémique. C'est bon? Donc ça, c'est majeur. Moi, quand j'ai vu ça, je comprends le patient qui prend son comprimé d'amoxicilline, 2 minutes après, il se gratte partout, il commence à ne pas respirer, il a un malaise, il tombe, il vomit, etc. Il a de la diarrhée. Ça, c'est de l'anaphylaxie. Et puis, le patient prend un comprimé d'amoxicilline. Alors, encore une fois, ce n'est pas le récepteur d'amoxicilline. Il prend un comprimé d'amoxicilline, et puis, il devient tout rouge, il se gratte, il a une tête comme ça, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas d'anaphylaxie, au sens où il n'y aura pas de signe de gravité. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que 95% des réactions d'hypersensibilité immédiate que l'on voit ne sont pas allergiques. 95%. Il n'y en a que 5 sur 100 patients qui font une réaction d'hypersensibilité immédiate, que 5% qui sont allergiques. Ceux-là, ils sont grade 2 ou au-dessus, et les 95%, ils sont grade 1 ou grade 1 avec signe extracutanés. C'est pour ça qu'il faut avoir cette notion de ce qu'on appelle les urticaires avec signe extracutanés. S'il te plaît. Une question particulière, par exemple pour les clinomones, on a des érythèmes pigmentés fixes. Bien sûr. C'est à quel type? Alors, érythème pigmenté fixe, tout à l'heure on a parlé des toxidermies, qui sont donc dues à la mise en jeu de l'hypersensibilité retardée, ce sont des lymphocytes, et l'érythème pigmenté fixe est une des 7 maladies qui regroupent le spectre des toxidermies. Et c'est donc dû à des lymphocytes qui sont capables de produire des cytokines qu'on appelle de type 1, donc interféron gamma, interleukine 2, granzyme B, perforine. Donc on n'est pas dans l'hypersensibilité mastocytaire, on est dans l'hypersensibilité lymphocytaire. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, ça c'est la différence. Donc, on est in vitro, hein, bien entendu, hein, je vous ai dit. Donc ici,
c'est l'activation par la substance P. Vous allez avoir un ensemble de granules qui vont se retrouver à la périphérie de la cellule. Et ça, c'est l'activation par IgE avec ces gros amas qui, par rapport, voilà, c'est résumé ici, avec fusion des granules et production de granules de grosse taille. Et encore une fois, c'est surtout la capacité des granules de migrer au niveau des ganglions drainants qui explique le côté systémique. Donc ça, c'est vraiment un récepteur qui nous a fait beaucoup progresser parce que le même récepteur est capable de lier tout ça. Donc, vous voyez que le mastocyte, il est très facilement activable. Très facilement activable. Et il y a des travaux actuellement, quand on dit on ne sait pas ce que c'est que l'urticaire chronique. Nous, on dit l'urticaire chronique, c'est des patients qui ont des mastocytes fragiles. Chatouilleux, on va dire. Fragiles. Donc, il suffit de se gratter la peau pour les activer complètement. Dermographisme, par exemple. Alors, il y a un certain nombre de personnes, dont je fais partie, qui considèrent qu'il y a tellement de stimuli capables d'activer un seul récepteur. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme récepteur, j'en ai mis qu'une petite partie. Mais il y a énormément de molécules capables d'induire, de se lier à ce récepteur. Et bien finalement, c'est notre mode de vie qui fait qu'il y a de l'urticaire chronique. Toute la pollution, tous les chimiques qu'on se met sur la peau, qu'on respire, qu'on mange. Alors au Maroc, vous mangez peut-être sainement, mais je veux dire, il y a de plus en plus de conservateurs, de pesticides, etc. Et tout ça, ça aboutit à un état d'activation, parce que les mastocytes, ils sont là pour ça. C'est des cellules ancestrales, je vous ai dit, elles sont là pour nous prévenir du danger. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a danger, et bien à ce moment-là, ça les active. Encore une fois, ce n'est qu'un seul récepteur capable de lier énormément de molécules, et je pense qu'on risque un jour de tous avoir de l'urticaire chronique. On risque un jour d'avoir en permanence des mastocytes activés, uniquement parce que on vit dans un monde qui n'est pas, je dirais, on a évolué moins rapidement que le monde qui nous entoure. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la pause maintenant? Alors, peut-être un mot sur urticaire. Urticaire, je ne vous le fais pas parce que vous connaissez par cœur, mais comment est-ce qu'on explique l'urticaire, nous? Nous, on dit il y a deux terrains pour faire de l'urticaire. Il y a l'urticaire atopique et l'urticaire auto-immune. Donc, l'urticaire, c'est la préactivation des mastocytes. L'urticaire atopique, c'est quoi? Ce sont des patients qui sont atopiques, je n'ai pas dit allergiques, ils sont sensibilisés vis-à-vis des pneumallergènes, et vous savez qu'on dose dans le sang les pesticides, etc., et on dose dans le sang, bien sûr, les pneumallergènes, et on a tous des pneumallergènes qui circulent, donc c'est des femtogrammes, mais c'est ça qui préactive le mastocyte. C'est le fait qu'il y a en permanence des petites doses de pneumallergènes. Si le patient est sensibilisé, c'est une petite dose, ça ne suffit pas à activer les mastocytes. L'urticaire chronique, l'urticaire simple, n'est pas une allergie aux pneumallergènes, mais c'est suffisant pour induire une préactivation mastocytaire. C'est bon? Ça, c'est l'urticaire atopique. Et puis l'urticaire auto-immune, ce sont des patients, c'est à peu près la moitié, l'urticaire atopique et l'urticaire auto-immune. Ce sont des patients qui sont immunisés et qui ont développé des anticorps, ce sont des IgG, vis-à-vis du récepteur aux IgE ou vis-à-vis des IgE. Et c'est chez ces patients qu'on trouve le terrain d'auto-immunité, c'est-à-dire anticorps antinucléaires, anticorps anti-TPO. Encore une fois, ça préactive le mastocyte, et souvent la poussée de l'urticaire chez les patients qui ont une urticaire chronique, elle est induite par tout un tas de facteurs alimentaires, médicamenteux, psychologiques, etc. Et c'est le traitement est le même? Ah, le traitement, c'est la conséquence de l'activation, donc c'est le même, tout à fait. Pour le vertige spontané atopique, il y a des prodromes d'allergie qui précèdent le vertige, par exemple l'araignée. Alors, ce sont des patients, en effet, qui ont ce terrain d'atopie. Nous, quand on a fait le travail, c'était 128 patients urticaires, c'est Frédéric Auger chez nous qui a fait ce travail, 128 patients urticaires, on avait la moitié des patients qui avaient un terrain auto-immun. Comment est-ce qu'on définit le terrain auto-immun? On l'a défini biologiquement, IgE supérieur à la normale,
ou au moins 2 tests positifs aux pneumallergènes, à la batterie des pneumallergènes. On n'a pas tenu compte des symptômes. On a parlé de terrain, et la moitié avait un terrain d'auto-immunité. Comment on définissait le terrain d'auto-immunité? Anticorps antinucléaires au-dessus de la normale et anticorps anti-TPO. Et on a 50-50 en terrain. Alors, comment est-ce qu'on explique l'urticaire infectieuse des pédiatres? Je vous ai mis ici, toutes les cellules, et en particulier les mastocytes, ont des récepteurs pour les micro-organismes. Et donc, à partir du moment où il y a des produits bactériens qui diffusent, eh bien, vous pouvez activer les mastocytes et faire une poussée d'urticaire infectieuse. S'il vous plaît. Oui. La directeur, IgE, anti-IgE. Oui. Ça, j'ai pas bien saisi. Alors, ce sont des patients qui ont ce terrain d'auto-immunité, défini par, ils ont des taux d'anticorps antinucléaires élevés, anti-TPO élevés. Ils n'ont pas forcément de maladie auto-immune, hein. Ils ont ce terrain-là. Et chez ces patients, on sait qu'il y a la moitié des patients qui ont une urticaire chronique qui ont fabriqué des anticorps IgG contre le récepteur aux IgE ou des anticorps IgG contre l'IgE. Si bien qu'ils viennent ici sur le récepteur et ça active le mastocyte. Urticaire auto-immune. Donc l'urticaire infectieuse et puis l'urticaire médicamenteuse, on en a parlé dans le cas quinolone curare. On ne sait pas pour les bêta-lactamines comment ça marche. On ne sait pas encore. Vous voulez faire la pause maintenant? Alors bien sûr, il y a de l'allergie. Hein. L'allergie, ça existe. Hein. Là, je vous montre un patient. Ça, c'est un patient fantastique. Il prend son comprimé d'amoxicilline dans la salle de bain. Il va à la cuisine pour prendre le verre et avaler son comprimé. Il n'a pas le temps de prendre le verre, on le retrouve par terre dans la cuisine avec le comprimé d'amoxicilline dans la bouche. Donc ça, c'est de l'anaphylaxie. IgE. C'est bon? Le peu qui est passé à travers la muqueuse, hein, on sait que la muqueuse buccale est absorbante, mais vous vous rendez compte ce qui passe? Voilà. Là, on est dans les réactions allergiques. Et vous voyez le prick test, on fait le prick test. Donc là, on est dans une réaction d'hypersensibilité allergique. Il n'y a pas besoin de faire une IDR pure avec un médicament pour avoir une petite papule pour dire allergie. Alors ici, cas clinique, c'est une jeune femme, urticaire géante. Hein, 3e jour de traitement. Elle a commencé lundi, on est mercredi. Elle a pris 1 gramme d'amoxicilline à 7h du matin. Et elle fait cette urticaire géante à 7h30. Est-ce que c'est IgE ou pas IgE? Est-ce que c'est allergique, ancienne définition, ou pas allergique? Non allergique. Ça ne peut pas être allergique. Si c'était allergique, elle aurait réagi. Si c'est allergique, ça veut dire qu'elle a des IgE, qui s'est sensibilisée lors du de la précédente prise. Donc, elle a des IgE à la surface des mastocytes et basophiles, donc elle réagit au premier comprimé. Et en 3 jours, elle n'a pas le temps de fabriquer des IgE. Et c'est ça le problème de l'amoxicilline par rapport à d'autres médicaments, c'est que c'est des traitements courts. Pour faire des IgE, il faut 10, 12, 15 jours. Il faut 7 et 15 jours pour faire des IgE spécifiques. Or, le traitement par amoxicilline, on l'arrête avant. Donc, on prend l'amoxicilline. Le jour où le patient va se sensibiliser, eh ben, il va se sensibiliser, sauf que quand les IgE seront disponibles, il aura fini son traitement. Par contre, la prochaine fois, c'est bien la première prise, et dans l'heure qui suit, mais je vous ai donné l'exemple dans la bouche, c'est pas vrai que c'est dans l'heure qui suit. Quelqu'un qui est l'amoxicilline, ça prend quelques minutes pour être absorbé. Donc un vrai allergique, c'est pas 1 heure qu'il lui faut, c'est tout de suite. C'est bon? Même si on compte 1 heure dans les travaux. S'il vous plaît, des signes cliniques comme ça, vous gardez le traitement? Non, ben là, c'est pas nous. Là, ça a été arrêté. Mais si c'est un médicament indispensable, aucun problème. C'est comme pour les toxidermies. Et l'exemple que je vous ai donné pour les antituberculeux, les anticancéreux et les antirétroviraux, c'est la même chose. Le médicament est nécessaire s'il n'y a pas de signes généraux,
s'il n'y a pas de signe d'atteinte d'autres organes antihistaminiques, et il n'y aura aucun problème, bien sûr. Par contre, si on peut, là ça vaut la peine de l'arrêter parce que tout le monde se fait du souci, on va dire. Alors, plus difficile, premier jour de traitement, elle prend son comprimé à 7h du matin et elle fait 7 urtications à 11h. C'est allergique ou c'est pas allergique? 4 heures pour faire des études. C'est pas allergique, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc je disais plus difficile, là il y en a qui connaissent. Premier jour de traitement, elle prend l'amoxicilline à 7h. Et à 7h30, elle fait du urticaire, mais alors vraiment elle n'est pas bien, elle a de la diarrhée. Allergique ou pas allergique? Parfait, parfait. Et encore une fois, pour moi, 7h30 c'est un tout petit peu tard, mais bon, il faut bien. Et puis là, à votre avis, ça c'était, quand j'ai démarré il y a 25 ans, la thématique allergie aux médicaments, c'était nos dossiers, maintenant c'est informatisé. J'adorais les dossiers comme ça, parce que si on ne réfléchit pas, c'est diabolique un dossier comme ça. Le plus rapproche. Quand on est allergique à plusieurs, on est allergique à rien. Exactement, bravo. Ça, c'est ma grand-mère aussi. Ben, c'est elle qui disait ça. Quand on est allergique à tout, on est allergique à rien. On est sensible à tout. Donc, c'est facile. Un dossier comme ça, vous êtes sûr qu'il n'est pas allergique. Vous êtes sûr. Parce qu'il serait mort depuis très longtemps s'il était vraiment allergique. Parce que vous voyez tout ce qu'il y a. Donc, c'est un plaisir, les dossiers comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à la patiente quelle est la molécule qui lui a donné l'accident le plus embêtant. Et on va tester cette molécule. Et le raisonnement qu'on aura pour la molécule, on va le généraliser à l'ensemble des molécules. Puisque on peut être sensible à tout, en effet. Moi, ce qui est attirant dans le processus, c'est l'hydrocortisone. Oui. Donc on ne peut pas dire que c'est allergique. Ça n'est pas allergique, c'est une hypersensibilité non allergique. L'hydrocortisone, a priori, c'est très fort. Ah oui, mais alors non. Non. Bien sûr. Alors, non, mais c'est mais alors nous, on a fait exprès de publier des chocs anaphylactiques aux corticoïdes, des chocs anaphylactiques aux antihistaminiques. On fait exprès. Parce que justement, il y a des groupes de médicaments qui, par leur structure physico-chimique, sont plus immunogènes, donc allergènes, que d'autres. Mais toutes les molécules peuvent donner des réactions d'hypersensibilité, bien sûr, et toutes les molécules peuvent donner des réactions d'hypersensibilité allergique. Toutes. Même si ça reste exceptionnel. Récemment, j'ai eu un malade qui a... donc j'ai déjà vu une allergie aux corticoïdes, aux antihistaminiques. Et récemment, j'ai eu un malade, je lui ai prescrit l'AVA, corticothérapie inhalée, la nouvelle génération des molécules micronisées. Il vient me dire, chaque fois que j'utilise, j'ai de l'urticaire. Je n'ai pas cru, mais moi j'ai pas cru, j'ai inhalé. Oui, mais inhalé, pourquoi pas? Tu arrêtes. Il arrête, l'urticaire disparaît. Ah oui. Et on reprend. Et l'urticaire revient. C'est les molécules micronisées. Voilà. Mais c'est non allergique. Ben, il faut lui faire. On l'a pas fait. Je vais pouvoir. Ah oui, il faut tester. Oui, il faut le tester. On ne sait pas si c'est la corticothérapie inhalée ou c'est le LABA qui donne ça. Bien sûr. Bien sûr. Pour la prénisone, Il faut lui donner chaque chose. c'est la crise d'asthme. D'accord. Alors ça c'est probablement non allergique. Hein. Parce que c'est vrai que la cortisone, on la met bien avec les AINS et l'aspirine AINS, corticoïdes. C'est la prénisone. Quand on passe à oui, c'est ça, quand on passe au Célestine, c'est excitant, c'est ça. Non, mais le problème, c'est l'allergie chez le dentiste. Non. Pourquoi ça? Mais c'est pas allergique. Non, alors ça on l'a publié aussi. Allergie à la xylocaïne. Quand on a publié l'allergie à la xylocaïne, c'était il y a 20 ans, il y avait 5 cas dans la littérature mondiale. Des vrais. Je ne parle pas de réaction à la xylocaïne.
l'idéal. Je parle avec des textes, avec la preuve que. Donc, bien sûr que ça existe, mais c'est tellement exceptionnel. Alors, par contre, les anesthésiques locaux ont des effets secondaires qui sont fantastiques. C'est des poisons des nerfs. Donc, déjà, ça modifie tout un tas de choses, ça active. Donc, il n'y a aucun problème. Et si un jour, et nous, alors, on fait le bilan, bien entendu, toujours pareil, mais en urgence, c'est très facile parce que il y a deux grandes classes. Il y a une molécule qui s'appelle articaïne, qui n'a rien à voir avec la classe de la lidocaïne. Donc, si un jour vous êtes embêté, nous c'est ce qu'on veut bien quand il téléphone en disant on a un problème avec un patient qui est allergique à la lidocaïne, d'abord on lui dit c'est pas possible, c'est exceptionnel, et puis ensuite on lui dit si vous avez vraiment besoin, prenez articaïne. Articaïne, c'est ce qu'utilisent les dentistes. Et les dentistes peuvent prendre xylocaïne, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, ça n'existe pas. Et c'est tellement facile à tester. Hein. Du coup, nous. Il faut avoir le courage. Non, mais non. Les dentistes, après, ils refusent. Ah non, mais les dentistes, j'ai pas de problème avec les dentistes. Mais ce que je veux dire, la seule molécule qui doit être faite en sous-cutané, en intradermique, c'est l'anesthésie locale. Quand on teste l'amoxicilline, vous vous exposez à tout un. L'anesthésie locale, c'est sa fonction, c'est d'aller en intradermique. Donc c'est tellement facile de prendre la seringue, de faire une intradermique où il est tout de suite si le patient fait une patate ou pas. C'est facile. Hein. Et encore une fois, il n'y aura aucun problème. Mais ici au Maroc, les gens se plaignent beaucoup d'aller chez le dentiste. Mais le dentiste, je pense que vous allez chez le dentiste. Parce qu'ils ont peur du dentiste. Je suis convaincue. Quand je lui dis, va chercher un dentiste qui est plus beau, tu ne vas pas voir ça, et ça part. Parce que les dentistes, c'est vrai qu'eux, ils disent, non, va voir ton allergologue, parce que je ne te touche pas. Et il n'y a rien du tout. Mais ça se comprend un petit peu parce qu'ils sont dentistes. Hein. Oui. Ils ne sont pas allergologues, ils ont peur. Il y a une crise du cycle pendant la crise de la pause électrique. On passe en pause et on prend 15 minutes.